deuxième partie portant sur la radiopathologie, donc sur les effets des rayonnements ionisants. Si vous avez revu la première partie, donc en principe, je ne peux pas avoir de stylet là. Je voulais avoir un truc pour... je n'ai pas l'habitude de ça, moi. Hein? J'ai trop de choses. Ok. Ah, dans le stylet, c'est bon. Normalement, même là... Non, mais chauffe-moi. Mais chauffe la souris. C'est dommage, donc le pointeur, le stylet. Le stylet ou le pointeur? اللي حاجة اللي يشوفوها. ما نخربش. Vous arrivez à suivre avec moi avec le pointeur? Oui. Très bien. Donc, nous allons attaquer la radiopathologie cet après-midi. Comme j'aime prendre mon temps concernant cette conférence, je ne sais pas, peut-être qu'on va commencer jusqu'à la troisième partie concernant la radioprotection et on devra se retrouver ultérieurement sur une à deux séances de TDTP pour maîtriser cette partie, pour ne pas empiéter sur votre emploi du temps respectif. Je vais essayer de prendre sur le mien et de programmer des visioconférences, si cela vous convient. Oui. Oui. D'accord, on est d'accord. Voilà. Donc, concernant la radiopathologie, nous avons vu, on va revoir nos objectifs. Aujourd'hui, nous souhaiterions connaître les effets des rayonnements sur les personnels exposés. Donc, nous avons vu nous savons plutôt que les rayonnements sont bénéfiques pour l'humanité par leurs usages, notamment leurs usages médicaux à viser, sinon complètement. Donc, soit à visée diagnostique ou thérapeutique. Mais il y a aussi de multiples usages dont nous connaissons certains au milieu industriel. Bon, en Algérie, nous n'avons pas d'industrie nucléaire pour la production d'électricité notamment. Nous ne faisons pas non plus d'armement nucléaire. Enfin, quoi, encore faut-il le savoir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Mais en tout cas, nous sommes surtout dans les utilisations classiques dans le domaine médical et industriel. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les principes de radioprotection dans ce type de situation de travail où les travailleurs pourraient être exposés pour pouvoir éviter les méfaits. Parce que c'est vrai qu'ils sont bénéfiques, mais ils sont aussi dangereux. Et vous avez tous le souvenir des bombes nucléaires de Nagasaki, de Hiroshima. Le dernier en date, là, l'incident c'est un accident, Fukushima et celui des Russes, Tchernobyl. Donc, cela, c'était des catastrophes. Oui, c'était des catastrophes nucléaires pour l'humanité. Et ça a permis quand même de connaître les pathologies qui pourraient être observées. Enfin, ce qui était observé immédiatement en matière de syndrome aigu d'irradiation, c'est connu. Mais après, sur les effets au long terme, ça a permis quand même à l'humanité de connaître les différentes pathologies liées à l'exposition au rayonnement ionisant. Nous sommes des médecins du travail. Ce qui nous intéresse, ce sont les expositions professionnelles. Donc, quels sont les effets biologiques des rayonnements ionisants? Nous sommes dans le chapitre de radiobiologie. Nous avons défini un rayonnement ionisant comme étant un quantum d'énergie qui pourrait arracher des électrons à la matière et l'ioniser. Et cette ionisation, malheureusement, n'est pas sans effet sur le fonctionnement de l'organisme, sur le fonctionnement biologique de l'unité simple qui est la cellule. D'accord? Donc, il y a l'effet des rayonnements ionisants de par cette ionisation, sur la cellule d'une part. Et dans la cellule, il y a le noyau et il y a un effet particulier qui est celui sur l'ADN. D'accord? Donc, quels sont les phénomènes élémentaires en matière de mécanisme d'action? Nous avons vu que ces rayonnements transféraient de l'énergie. Donc, il y a des phénomènes physiques, puisqu'il y a une interaction physique à l'origine. Cette interaction physique sera suivie de réactions radiochimiques. Donc, il y a des phénomènes chimiques qui vont avoir lieu en cascade et perturber le fonctionnement de ces cellules, des molécules d'abord,
ensuite des cellules et ensuite des tissus. Donc, il y a des lésions moléculaires. Donc, il y a un impact physique, ensuite chimique, ensuite échelle moléculaire, échelle tissulaire, ensuite on passe à l'organe. Donc, l'interaction physique, c'est une ionisation. Ça, on l'a expliqué. Ce n'est pas la peine de trop y revenir. C'est une interaction physique. Donc, il y aura création d'ions positifs et d'électrons qui vont aussi ioniser peut-être d'autres matières. Il y a des effets en cascade. Donc, les rayonnements ionisants, nous avons vu parmi eux les photoniques, pardon. Donc, il y a les gamma, les X. Nous avons vu aussi les particulaires, les alpha, les bêta et les gamma, ainsi que les neutrons. Les gamma sont photoniques, pardon. Donc, ces rayonnements ionisants vont traverser les cellules et vont ioniser. Ça va former des radicaux libres, pardon, qui sont très nocifs parce qu'ils sont réactifs. Et c'est très facile à comprendre parce que dans la cellule, qu'est-ce qu'il y a? C'est une cellule vivante. Il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène. On est de la Terre. Hein. Donc, dans ces atomes, il y a un noyau, il y a un nuage d'électrons, il y a des liaisons, il y a des énergies de liaison. Et les énergies de liaison dans la cellule, parmi les atomes, nous avons des énergies de 5 à 10 électronvolts. Alors que l'énergie des rayonnements, elle est au minimum de l'ordre du kilo-électronvolt. Sinon, c'est du méga-électronvolt. Donc, vous imaginez un quantum énorme d'énergie qui va vous traverser ces cellules qui sont composées de noyaux. Dans le noyau, il y a de l'ADN. Et à un moment donné de la mitose, cet ADN, c'est comme une pelote de laine qui va se défiler. Et vous avez aussi des mitochondries, les autres organites cellulaires. Il y a les membranes, il y a le cytoplasme, etc. Donc, l'interaction va être énorme. Après le transfert d'énergie et l'ionisation de la matière, il y a les phénomènes chimiques. Et l'action des rayonnements, on l'a vu la dernière fois, ça pourrait être une action directe, c'est un transfert d'énergie, donc c'est une ionisation des macromolécules. Ça pourrait être aussi une action indirecte, et c'est ce mécanisme indirect qui est prépondérant via la radiolyse de l'eau. 70% de l'organisme humain, c'est de la flotte. Donc, vous imaginez, l'ionisation de l'eau va entraîner des radicaux libres ou des groupements hydroxyles qui sont très réactifs. Donc, voilà pour la radiolyse de l'eau qui va nous former des groupements hydroxydes qui seront très réactifs parce que ce sont des hydroxydes oxydants, fortement oxydants. Donc, il y aura une recombinaison des radicaux puisque ces radicaux vont vouloir aller vers de la stabilité. Donc, attention, il faut garder que ce sont de puissants agents oxydants, ces radicaux OH. Donc, les radicaux hydroxydes vont infliger des lésions importantes au niveau des protéines constituant les organes de la cellule et surtout au niveau de l'ADN. Donc, comme on l'a vu, il y a des réactions chimiques avec ces groupements, soit directement, soit via ces groupements hydroxyde OH. Et ce n'est pas une molécule, c'est pas un ion là, c'est une molécule. Et là, pourquoi? Parce qu'elle a un électron célibataire dans l'une de ses couches, et c'est ça qu'elles sont très réactives par rapport aux molécules, aux simples molécules, aux simples ions. D'accord? Et c'est ça qui va enchaîner les lésions moléculaires au niveau de l'ADN, au niveau des protéines et au niveau des lipides. Donc, je résume, il y a une irradiation, donc un quantum d'énergie qui va ioniser la matière vivante directement ou via la radiolyse de l'eau par production de ces hydroxydes. D'accord? Ces radicaux libres ont un fort pouvoir réactionnel, ce sont des oxydants, ils vont pouvoir se lier à l'ADN, aux protéines et aux lipides et empêcher le fonctionnement normal de la cellule. Et tout ça, ça se passe très très vite, comme vous le voyez. Hein.
Donc, parmi les lésions moléculaires, on a vu le physique, on a vu le chimique, maintenant c'est à l'échelle de la cellule. On pourrait avoir des lésions au niveau du cytoplasme, l'impact sur les protéines, les mitochondries. Ça pourrait être un impact aussi sur les lésions membranaires par atteinte des acides gras. Et les conséquences, évidemment, il y aura une dégradation des récepteurs membranaires, dégradation du système de transport et des flux, donc des phénomènes inflammatoires. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de la cellule. Donc, c'est une destruction qui pourrait aboutir à la nécrose, à la mort cellulaire. Il y a un autre impact aussi au niveau des lésions nucléaires, c'est-à-dire au niveau du noyau. Donc, le noyau, ce n'est pas la peine de revenir sur la composition de l'ADN. Donc là, les lésions nucléaires au niveau de l'ADN, vous voyez, c'est des mètres et des mètres d'ADN au niveau des noyaux. Donc, c'est une cible qui est volumineuse, mais n'empêche que c'est une cible qui est très fragile par rapport aux membranes. Il suffit d'une dose 1000 fois inférieure pour provoquer la mort cellulaire. Ici, comme vous le voyez, l'effet pourrait être indirect, vous voyez. Donc, il y a un effet indirect par l'hydrolyse de l'eau et la production de ces hydroxydes. Nous avons aussi un effet qui pourrait être direct ou carrément, c'est les bases pyrimédiques, par exemple, qui vont être ionisées. Donc, quelles sont les conséquences au niveau de l'ADN? Nous pourrons avoir des cassures simples, donc simple brin, c'est un seul brin qui se casse, pardon, ce sont des lésions qui sont fréquentes, et leur réparation est facile. Il y a aussi des lésions en double brin, c'est-à-dire c'est les deux brins de l'ADN qui seront impactés. Il y a les altérations des bases, notamment les bases périmédiques. Nous avons aussi des pontages, soit en intrabrin, soit en interbrin. D'accord? Il y a aussi les liaisons avec les protéines de ces fameux groupements hydroxydes. La conséquence, c'est qu'il va y avoir un ADN qui n'est pas fonctionnel et qui doit être réparé. Nous avons en fait 800 millions de kilomètres d'ADN qui sont produits chaque jour dans nos cellules et le métabolisme cellulaire normal produit des radicaux libres, donc produit des oxydants. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour ramener des antioxydants. C'est pour lutter justement contre cette oxydation de l'ADN. Donc, sur les 30 000 cassures simple brin qui sont produites par jour par cellule, ou des 2 cassures double brin par jour par cellule, et 500 000 cassures double brin par seconde dans nos cellules. Ça vous donne une idée. Mais pourquoi les rayonnements ionisants sont-ils plus dangereux? Ils sont plus dangereux parce que, regardez, comparativement au métabolisme naturel, l'irradiation, l'impact des rayonnements ionisants, c'est que ça produit beaucoup de cassures double brin par rapport au métabolisme, c'est-à-dire des problèmes que le corps aura du mal à réparer. En fait, il faudra que je sorte parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a rejoint ou pas. Sincèrement, Batache est lié, je crois. Oui, je suis là. Non, s'il y a quelqu'un qui a demandé. Oui, oui. Ok, je reviens là où j'étais. Vous voyez l'écran? Coucou. Oui, oui, on le voit. Non? Oui, on le voit. Vous voyez? Oui, on le voit. Très bien. Très bien. En fait, j'ai des résidents aussi dans la salle, donc. Donc, au fait, ces anomalies chromosomiques, on peut demander au CRNA, dans le centre de radioprotection, de nous faire une dosimétrie chromosomique. Ça nous donne une idée sur la dose reçue au niveau des cellules. D'accord. En fait, ça se fait sur un échantillon de lymphocytes. Donc, ces équipes de recherche vont observer, vont examiner les anomalies chromosomiques sur un échantillon de lymphocytes. Ils vont examiner les anomalies, c'est-à-dire qu'ils vont comptabiliser le nombre d'anneaux centriques et de chromosomes dicentriques. Et est-ce qu'il y a des filaments puisque ça va impacter la structure de l'ADN. Soit ça va être une... Ah, il y a quelqu'un qui... il faut que je donne mon accord. Bonjour Ahmed Boutou. Il va mettre du temps pour répondre. Enfin, revenons à la dosimétrie chromosomique.
Et là, ça donne une idée sur l'irradiation moyenne. C'est une façon de voir en rétrospective quelle est la dose qu'a reçu cet organisme pour voir un peu où on en est. Donc voilà, ici, on voit un chromosome dicentrique, c'est-à-dire qu'il a deux centres. Là, on a un micronoyau, donc qui se balade tout seul. Et là, nous avons un filament d'ADN puisqu'il y a une cassure. Donc, c'est ces anomalies, ces anneaux ou ces chromosomes dicentriques ou ces filaments, ils les comptabilisent. Nous savons en moyenne quand la cellule est normale. Il y a aussi des échantillons par rapport aux doses. C'est en comptabilisant ce type d'anomalie qu'on arrive à évaluer la dose en rétrospective. Donc, quelles sont les conséquences de l'irradiation sur une cellule? Nous avons vu qu'il y a un impact sur l'ADN notamment. Donc, cette mutation, c'est ce qui se passe dans la plupart du temps et la cellule, elle est viable. Maintenant, si elle n'est pas réparable, eh ben, la cellule va mourir. Mais il arrive que la cellule ne se répare pas comme il se doit. Et là, on a une mutation, la cellule va survivre, on va réparer, mais on ne va pas réparer selon un modèle fidèle. Et là, la mutation qui va survenir à ce niveau-là pourrait être à l'origine, par exemple, d'un cancer. Ça vous donne une idée sur la pathologie. Maintenant, quand les cellules meurent, vous allez avoir de la nécrose. Vous allez avoir un organe qui ne fonctionne pas. Et ça dépend de l'organe. Si c'est le cerveau, vous allez tuer les cellules neurologiques, et bien le cerveau va mourir. Ça veut dire que la personne exposée va mourir. Mais à quelle dose le cerveau va être impacté? À quelle dose les cellules hématopoïétiques vont-elles être impactées? À quelle dose les cellules de la peau vont être impactées? C'est ça qu'il faudra connaître. Donc, pour résumer, en matière de l'échelle du temps, comme vous le voyez ici, tout le monde est là? Oui, on est là. Oui. Très bien. Donc, je résume surtout pour le retardataire. Donc, on avait dit, les lésions en premier temps, c'est vraiment un millionième de seconde, c'est qu'il y a un transfert d'énergie à la matière vivante. Donc, il y a des phénomènes d'ionisation. Cette ionisation sera massive au niveau de l'eau, donc ce qu'on appelle la radiolyse de l'eau, qui va aboutir à la production de radicaux libres qui sont fortement oxydants. Ça, c'est l'effet indirect, ou bien par effet direct au niveau de la cellule. C'est-à-dire, on pourrait avoir des lésions moléculaires suite à cette irradiation et cette radiolyse de l'eau notamment, au niveau des protéines cellulaires, au niveau de l'ADN et au niveau des lipides. Ces lésions moléculaires, soit elles vont être réparées fidèlement, notamment au niveau de l'ADN, la cellule va survivre. Soit elles ne seront pas du tout réparées, et là, on aura un effet létal. Donc, une mort cellulaire non contrôlée, la nécrose. Ça pourrait être réparé, mais c'est une réparation qui est fautive. Cette réparation fautive pourrait avoir un effet létal, donc c'est la mort cellulaire, tout comme elle pourrait aboutir à une mutation non létale. Et là, on pourrait avoir d'autres problèmes. Ça pourrait être une mort cellulaire programmée ou de l'apoptose, ce n'est pas dans les médias. Donc, parmi les conséquences, s'il y a mort cellulaire, nécrose, donc j'ai de la pathologie tissulaire, ça dépend si c'est le foie, le cerveau, la moelle épinière. Si la mutation non létale n'a pas été éliminée, parce qu'elle pourrait l'être par le système immunitaire, c'est une cellule anormale, donc on élimine, et tant mieux, on s'en est débarrassé, pas d'effet. Jusque-là, vous n'aurez pas d'effet pathologique, que ce soit pour l'apoptose ou pour la survie, c'est évident, y compris pour la mutation non létale. Mais quand il n'y a pas d'élimination par le système immunitaire, eh ben, si c'est une cellule somatique, ça va faire le lit d'un cancer. Si c'est une cellule germinale, eh ben, ça pourrait être une anomalie héréditaire, puisqu'on a une modification d'un caractère génétique. Maintenant, vous voyez ici en timing, là c'est un millionième de seconde, là c'est en minutes, là c'est en heures, et là c'est en jours. On va se faire cette réparation ou pas. Donc la pathologie tissulaire pourrait se manifester cliniquement dans un intervalle donné, qui est au minimum en jours. Je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir une mort immédiate due à la destruction, due à une irradiation X. Il y a toujours au moins quelques heures, un jour ou deux.
D'accord. Et là, c'est dans les cas extrêmes. Et ces modifications de caractère génétique, que ce soit des cellules somatiques ou des cellules germinales, évidemment, les effets, on ne les verra que dans plusieurs années. Et pour l'effet, les anomalies héréditaires, c'est à travers les générations. En fait, le cours d'aujourd'hui vous a expliqué un petit peu le mécanisme d'action des rayonnements ionisants quand il va impacter une matière vivante, donc il va impacter les constituants organiques des cellules, donc les lésions moléculaires, protéines, ADN, lipides, qui pourraient aboutir à de la nécrose cellulaire, parce que la cellule va mourir, soit son ADN est parti, soit ses organes sont partis, ou bien c'est un impact au niveau de l'ADN qui n'est pas réparé, ça pourrait être source d'un cancer, ou bien d'une anomalie héréditaire. Maintenant, tout ce qui est réparé, c'est un élément. Mais en radioprotection, exposition ne veut pas dire dégâts cliniques, parce qu'il y a ce processus de réparation. Donc, dans les effets biologiques, nous avons vu qu'il y a une ionisation des atomes et des molécules, il y a une cascade d'événements dans les cellules, et on pourrait avoir des effets immédiats ou des effets au long terme. Qui dit effet immédiat, ce n'est pas dans les secondes. Hein. On avait compris tout à l'heure que c'est une question de jours ou de semaines. D'accord. Donc, les effets immédiats sont dus à la destruction tissulaire. Des effets au long terme sont dus au cancer ou aux maladies héréditaires. Mais attention, il y a aussi des destructions tissulaires qui se font un peu à bas bruit. Donc, les effets immédiats, nous pourrons aussi les observer en quelques années. Prenez la cataracte, par exemple. D'accord? Mais un syndrome aigu d'irradiation, c'est immédiat. Immédiat, pas dans la seconde, pas dans l'heure, pas dans le jour. Vous allez le voir. Vous savez qu'il y a une résistance au rayonnement ionisant qui n'est pas pareille, quel que soit le tissu. Vous êtes d'accord? Nous avons deux types de tissus dans l'organisme. Nous avons les tissus qu'on appelle compartimentaux, c'est-à-dire qu'ils sont organisés en compartiments. Vous avez le premier compartiment, ce sont les cellules souches. Et dans les cellules souches, il y a de nombreuses mitoses, donc des cellules indifférenciées. Ça, vous le savez. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment de maturation. Là, les cellules sont bien différenciées, pas bien, en cours de différenciation. Il y a moins de mitoses, évidemment. Ensuite, nous avons le compartiment fonctionnel, pas de mitose, cellules différenciées. Le meilleur exemple d'un tissu compartimental qui est très sensible au rayonnement ionisant, ce serait le sang. Et quelle est la partie? Voilà, c'est la moelle osseuse. En fait, dans la moelle osseuse, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le compartiment souche, vous avez le compartiment de maturation. Par contre, dans le sang, c'est très bien d'avoir dit le sang, vous allez trouver le compartiment fonctionnel. Vous allez trouver des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Exactement, tous les globules blancs. Donc, attention, pour les tissus compartimentaux, c'est la moelle osseuse, les épithéliums aussi, hein, les tissus séminifères, le cristallin, etc. Et quel est, parmi les trois compartiments, quel est le compartiment qui est le plus radiosensible? Quelles seraient les... Hein? Oui, les cellules souches, parce qu'elles sont en pleine mitose. Les filaments d'ADN vont être ouverts. Donc, ça fera une exposition importante de l'ADN à l'impact des rayonnements ionisants, un impact direct ou bien un impact indirect via les groupements hydroxydes, comme on l'a vu tout à l'heure. Bravo. Donc, c'est le compartiment souche qui est très radiosensible. Les deux autres sont la maturation, c'est peu sensible, mais les globules rouges ou les globules blancs dans le sang ne sont pas très radiosensibles. Il y a aussi non compartimentaux. Donc, nous avons un quota de cellules, il n'y a pas de mitose vraiment importante. Donc, quand il y a une lésion ou mort cellulaire par vieillissement, cela simule la cellule pour se couper en deux, faire une mitose et produire, elle va se régénérer. Ensuite, quand il y a de la régénération, ça va être inhibé. Ensuite, les mitoses vont être arrêtées. Et quand on est exposé au rayonnement ionisant, eh ben, les mitoses pourraient entraîner un avortement de ces mitoses. Donc, on aura un effet cascade. Au fait, vous allez avoir, avec le temps, en fonction du nombre de cellules qui vont mourir dans le tissu,
on aura une manifestation fonctionnelle. D'accord? Donc, les mitoses, elles sont rares. Les effets vont être donc tardifs pour le tissu. Mais on pourrait avoir des phénomènes d'avalanche avec une expression explosive de ces mitoses. Nous avons là les tissus à renouvellement long, tels que le foie, le rein, le cerveau, etc., où le taux de renouvellement cellulaire est plutôt faible. Vous m'écoutez? Oui. Le plus important, c'est qu'on reste Oui, on vous connecté. écoute. Merci. Très bien, merci de m'écouter et ça me fait plaisir de vous savoir encore là. Donc, on continue avec les effets biologiques. Nous avons dit qu'il y a un transfert d'énergie, donc il y a une ionisation. L'ionisation la plus importante qui aura le plus d'effets, c'est la radiolyse de l'eau. Ensuite, nous allons avoir, comme on l'a vu, au niveau de l'ADN, la cellule pourrait être réparée, donc un effet nul sur l'organisme, ou bien, au contraire, il y aura une mort immédiate ou différée, soit par apoptose ou bien une mort immédiate, nécrose. Donc, ça s'appelle, je vous donne un autre effet, déterministe. Ça, c'est nouveau. Donc, gardez-le en tête, effet déterministe. J'expliquerai après. Et nous avons, sinon, une mutation qui ne va pas bien se réparer, une réparation fautive, comme on l'a dit, donc une mutation qui pourrait avoir lieu. On pourrait avoir des effets somatiques qu'on va appeler stochastiques, ou bien des effets stochastiques toujours, mais héréditaires. Donc, il y a deux nouveaux mots, effet déterministe, effet stochastique. Est-ce que vous avez une idée sur ce que c'est? Non. Effet Déterministe, déterministe, ça normalement, veut dire que… non stochastique. Ah. Les déterministes, c'est non stochastique. Pardon, je vais reprendre cette histoire parce que dans la littérature, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver des effets, certaines classifications, effets déterministes, effets non déterministes, effets stochastiques, effets non stochastiques. Bon, maintenant, si on choisit les deux mots, nous avons les déterministes. Les déterministes, ça veut dire qu'ils ne sont pas stochastiques. C'est une excellente réponse. Non stochastiques. Ou les stochastiques sont non déterministes. Aléatoire, au hasard. Au hasard. Non, voilà. Très bien. Donc, stochastique évoque pour vous au hasard. C'est pas préalablement déterminé par. Ce n'est pas préalablement déterminé. C'est dû au hasard. C'est une mutation. Donc, je ne m'attends pas à 100% à ce qu'il y ait lésion. Ça pourrait apparaître, mais ce n'est pas déterminé. Les effets, qu'est-ce qui fait que ça va être pas au hasard? Une mutation quand même. La mutation au niveau de l'ADN, elle est hasardeuse. D'accord, elle est stochastique si vous voulez. Elle n'est pas déterministe. Au fait, elle n'est pas dose dépendante. Vous ne pouvez pas déterminer un seuil, ما تكونش une mutation. ما كانش ما لحقناش ليه لحقنا برك نعرفوا à partir d'un certain seuil certaines lésions vont apparaître, c'est clair. C'est comme un toxico, vous arrivez à une dose d'intoxication aiguë de ça. Mais les cancers, vous ne pouvez pas dire à quelle dose. C'est vrai qu'ils sont dose dépendants. Plus la dose est importante, plus la probabilité de mutation est importante. Mais vous ne pouvez pas dire non, au-dessous de ce seuil, mais qu'ai-je cancer? Ce n'est pas vrai. Donc, ce sont des effets stochastiques. Ils ne sont pas dose dépendants. Sur tous les travailleurs que vous allez exposer, ce n'est pas tous qui vont vous faire un cancer. Peut-être qu'il y en a un qui va vous faire, peut-être pas. Par contre, si vous les exposez à des doses bien déterminées, si ça doit vous brûler la moelle osseuse, ça brûlera la moelle osseuse pour tous les travailleurs qui sont exposés. Il n'y a pas de raison qu'un ne va pas réagir. Vous êtes d'accord? Donc, effet déterministe, il y a un seuil. C'est bien clair et on va observer l'effet. Ici, c'est hasardeux, c'est stochastique, il n'y a pas d'effet seuil. OK? D'accord. Oui. Bien. Les effets déterministes ou non stochastiques, non aléatoires. Retenez qu'ils sont doses dépendantes. Ils ont un effet, ils ont
un effet à partir d'un certain seuil. Ils peuvent être précoces, tout comme ils peuvent être au moyen terme ou là au long terme. Pour les précoces, les effets précoces, c'est surtout des effets qui sont observés au niveau des tissus compartimentaux, c'est-à-dire la moelle osseuse, les épithéliums tels que l'intestin. D'accord. Là, nous avons une période de latence variable en fonction de la cinétique cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est les cellules souches qui sont ciblées. Un épithélium, il se régénère tous les 3 jours. Vous êtes d'accord? Donc, la cellule souche, كل 3 أيام توجد la relève. وكي تموت la cellule souche ما نفيقوش le jour même, ما نفيقوش le deuxième jour, نفيقوا le 3e jour. كي نسقسوها madame la cellule souche, envoyez-nous votre dernière née, ما تبعثلكمش la cellule parce qu'elle est morte. Au 3e jour, vont apparaître les effets sur l'intestin, par exemple. Mais la moelle osseuse, la durée de vie d'un globule rouge, elle est de combien? 120 jours. C'est ma bêche de belle qu'une anémie. Les globules blancs, c'est quand même quelques jours, quelques semaines. D'accord. Donc, les effets ne sont pas immédiats. C'est pour ça qu'il y a la période de latence et cette période de latence est variable en fonction de la cinétique cellulaire. Si la cinétique cellulaire est importante, les effets vont apparaître rapidement. Si la cinétique cellulaire est là, eh ben, quand il y a épuisement des cellules matures, eh ben, il n'y a plus de cellules souches, donc il n'y a plus de relève. La réparation par multiplication des cellules souches restantes, si elle est possible, sinon, il va y avoir problème. D'accord. Pour le moyen et le long terme, c'est surtout les tissus liés aux tissus au niveau des compartimentaux, par exemple. Et là, c'est l'épuisement des cellules souches. Ou là, les non compartimentaux, c'est les deux. Vous prenez le cristallin, c'est un tissu compartimental. Mais la cinétique terre, l'autre est la bizef. Il vous faut des années pour qu'une cataracte se développe. J'ai une personne exposée au rayonnement ionisant. La moelle osseuse, il nous faut des jours, par des semaines, un mois, ça dépend de la dose, on va le voir tout à l'heure. Par contre, au niveau de la moelle osseuse, on l'a dit, par contre, au niveau de l'intestin, c'est rapide, c'est en jours. Ce n'est pas en semaine, ce n'est pas en mois. D'accord. Donc, on va observer dans les effets doses dépendants des atrophies, des fibroses, des insuffisances tissulaires. Pourquoi? Parce que ce sont des tissus compartimentaux à cinétique cellulaire lente ou non compartimentaux et ce serait dû aux mitoses abortives puisqu'il n'y a pas de multiplication des cellules. D'accord. Donc, on est toujours dans les effets déterministes. Vous imaginez qu'on va après aller vers les effets stochastiques. Il faut vous rappeler un peu le plan. Donc, on est dans les effets déterministes. On a des effets dose dépendants qui pourraient être précoces ou bien au moyen et au long terme qui vont apparaître. Les effets diffèrent selon la nature de l'irradiation. Donc, les effets déterministes non aléatoires qui sont dose dépendants, qui vont apparaître, ça dépend, avec une période de latence, ils pourraient apparaître quand il y a une irradiation globale et une irradiation partielle. Ils pourraient apparaître en une seule irradiation ou bien en plusieurs fois. Donc, s'il vous plaît, retenez-moi le plan de secours qui est très difficile. La première, c'est qu'on a des effets déterministes et des effets stochastiques. Les effets déterministes, ils sont dose dépendants. Parmi les effets déterministes, nous allons observer 2 types. Ceux qui sont dus à une irradiation globale, partielle. Ça veut dire que ça va toucher une partie du corps. Ou là, global, c'est tout le corps. Ça pourrait être une seule irradiation, ça pourrait être plusieurs irradiations. La cataracte ne surviendra pas tout le temps en irradiation unique. Elle pourrait, et là, ça va dépendre de la dose reçue. D'accord? Vous suivez ceux qui sont chez eux, au chaud ou au froid? Ça dépend de la chauffage, la main donc. On se vous suit. Très bien. Ça veut dire que Cheikh fait du alarme. On a le service. OK. Batash, صحابك راهم هنا وبغرة راجعت ولا ما جاتش؟ Oui, professeur, je suis là. Oui. أنا سقسيت عليك. Bien. Donc, on va aborder l'irradiation globale
aiguë. Irradiation globale aiguë. Irradiation de tout le corps et une seule exposition. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui a rejoint. Je crois que j'ai des absents, mais bon. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a confirmé. J'espère que tout le monde lit son mail. Mais en principe, soit il y a une visioconférence, soit il y a le cours. Parce que je l'ai fait en présentiel pour ceux, enfin pour les deuxièmes années du service n'ayant pas de troisième année. D'accord? Alors, l'irradiation globale aiguë se méura syndrome d'irradiation globale aiguë. Et ce syndrome d'irradiation globale aiguë qui a un effet déterministe, donc non aléatoire, qui a une dose seuil, va survenir après une irradiation importante à fort débit de dose, c'est-à-dire en très peu de temps. D'accord? Plus la dose reçue est élevée, pardon, il y a un E qui manque ici, plus la symptomatologie est précoce, riche et variée. Nous avons vu que le rayonnement ionisant transmet de l'énergie, il va ioniser la matière vivante, soit directement, soit indirectement par l'hydrolyse de l'eau. L'hydrolyse de l'eau est dangereuse parce qu'elle produit des groupements hydroxydes qui sont fortement réactifs, donc oxydants. Ils vont interagir avec les organes cellulaires et l'ADN. Ça pourrait tuer. On débarrasse, ça pourrait ne pas tuer et ça va se réparer. Et là, si c'est de l'ADN, j'espère que c'est bien réparé. Si ce n'est pas bien réparé, nous allons aller vers les effets non déterministes, donc vers les effets stochastiques. Restons dans les effets déterministes où j'ai de la nécrose, où la cellule est morte, où le tissu risque de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte dose et ça dépend si c'est la main, c'est partiel. Si c'est le corps, c'est une irradiation globale aiguë. Donc, tout le corps est irradié à forte dose et il y a 3 phases. Une phase initiale, une phase de latence clinique, une phase d'état. Et à la dose inférieure à 0,3 Gray, vous n'avez aucun symptôme. Rien. 0,3 Gray, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi comme dose? Le Gray? Absorbé. Très bien. Donc, une dose absorbée de 0,3 Gray, ما تسناوش حاجة في la clinique. 0,3 Gray en sievert. Si je vous dis, ça fait 0,3 sievert. Comment j'ai fait pour passer de 0,3 Gray au 0,3 sievert? Pondération par les facteurs. Pondération. Ça s'appelle comment quand on pondère par rapport à la nature du rayonnement? Équivalente. Super. Dose équivalente. On a la dose équivalente, elle prend en compte la nocivité du rayonnement, leur effet biologique. Effectivement. On a les photons, qui m'a les gamma, les X, sont pas, leur pouvoir d'ionisation n'est pas aussi important que les bêta plus ou les bêta moins, les alpha et les neutrons qui sont particulières. Donc, les facteurs de pondération, les X ou les gamma, est égal à 1. Donc, je peux, pour une exposition X et gamma, qui est la plus fréquente, en Algérie, vous n'allez voir que ça. Bon, peut-être en médecine nucléaire, on pourrait parler particulière. En tout cas, la dose absorbée sera égale à la dose équivalente. Donc, 0,3 Gray, ce sera 0,3 sievert. En millisievert, ça fait combien? En millisievert. Millisievert. 0,3 Gray égale 0,3 sievert en équivalent, en dose équivalente pour les X et les gamma. Ça fait combien en millisievert? À côté de vous, ah waouh, là, tu fais trop. J'ai perdu la connexion. Il répond. Personne ne répond. Oui, Rako. Coucou. Tu m'entends pas? Si, oui. Rien, monsieur. Ah, t'as besoin. Coucou. Tu vas Oui, voir si professeur, on est là. Oui. Ok. Répondez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit 0,3 sievert en dose équivalente quand on a été irradié à 0,3 Gray, qui est la dose absorbée. Alors, combien de millisievert? 0,3 sievert. Je crois le temps qu'ils répondent.
Degré à Sievert, 0,3 fois 1, ça fait 0,3, non? Très bien, merci, ça on l'a dit. On est dans une dose équivalente de 0,3. Sievert. Convertissez ces 0,3 Sievert en millisievert. On multiplie par 1000. Multipliez par 1000. 0,03. Ah, vous multipliez, vous ne divisez pas. 300. Merci ma fille. 300 millisievert, سمعوا مليح ها. على بالي اللي حتصلي لا ديسبوني وديكلاريوني طابلو 85. 300 millisievert. شحال la limite de la dose équivalente? Non, la dose, ما نديروش la dose équivalente. نديرو la dose efficace. Corps entier, là, corps entier. La dose efficace, la limite, شحال? Normalement, c'est 20. Normalement, c'est 20. حمال ديكم شوفوا لي من 300 ميلي سيفرت ما عندك حتى حاجه حتى ال 20 ميلي سيفرت. دونك كي تجيكم ان رولفي دوزيمتريك فيه 20 ميلي سيفرت فيه 50 ميلي سيفرت ne criez pas la catastrophe nucléaire. Il n'y a rien du tout au plan clinique. Regardez bien, aucun symptôme. Donc, pas la peine de mettre له arrêt de travail, pas la peine de تخلعوه وتقولوا قرين ما قريناش وما نعرفوش. 0,3 degrés, 0,3 sievert, 300 millisievert, irradiation globale aiguë, aucun symptôme, aucune urgence. Ça ne veut pas dire que je n'aurai rien à faire en tant que médecin du travail, parce qu'il n'est pas normal de recevoir 20 millisievert. Il n'est pas normal d'avoir 50 millisievert dans l'année, parce que je suis dans une carrière professionnelle. Ce n'est pas une scintille ou qui va recevoir un patient en plus avec un bénéfice thérapeutique. Le khaddam miskin, il n'a rien demandé. Il charito et garder sahto. Droit au travail, droit à la santé. Le dilemme du médecin du travail. D'accord, mes amis? D'accord. Parce que هذا الميساج راني تبحبحت باش عطيته لكم. هذا لا كونفيرونس كاع راني حابه تشوفوا غير هاد لا بلاك وتكارديوها. ومن بعد بور ليكزامان دبروا راسكم تحفظوا لها امسي. D'accord? Bien. Regardez-moi ce schéma. Il est en 3D. Là, j'ai le temps. Là, j'ai la dose. Ou là, j'ai la gravité. D'accord? La troisième dimension. 0,7 degrés, تحته ما عندناش aucun symptôme. 0,7 كاين هاد القلبوزه هذه اللي كنت فيها cette petite protubérance كاين اللي يسميوه le mal des rayons ou les symptômes neurovégétatifs liés au rayonnement. Et vous voyez, plus vous avancez dans les doses, plus la phase prodromique est importante en matière de symptomatologie. Après ça, il y a la phase de latence. 1 degré, 6 degrés, 12 degrés, 20 degrés. C'est ce que je vous demande de faire le schéma, puis je te fais un mollet. Donc, il y a une rémission, il n'y a rien cliniquement à partir de cette phase programmée. Mais il faut garder 3 syndromes. Donc, un des 3 phases, phase initiale, phase de latence et phase d'état. On va avoir 3 syndromes. Il y a un qui nous rejoint. هذا وين جيتي خنيفر؟ حتى راكي تريفيزي. مرحبا. Désolée, professeur. Pas de souci. Je suis toujours en entreprise. معليش جو سي مي انت ريفيزيون طيب معليش راني نحوس على الأخطاء تاع الاخرين. Donc on a 3 types de syndromes. Syndrome hématopoïétique, syndrome intestinal et syndrome nerveux central. Syndrome hématopoïétique, syndrome intestinal, syndrome nerveux. يسلك من لابلازي الحمد لله يعيش. لا كان لي دوز في الفوق حيموت بسندروم intestinal. Là, les doses sont importantes et le cerveau va être grillé. Vous voyez? Là, c'est la mort en noir. Hein? C'est la faucheuse. Le schéma, on va le développer. Vous voyez le temps ici, hein? En minutes, en heures. Vous voyez que c'est en heures, hein? À la limite, jour, 24 heures là, pour le cerveau. Là, c'est mot de benette. Phase initiale. On a 0,7 degrés. Tarte ma cache. D'accord. 700 millisievert. Non, à 0,7, on peut avoir quelques signes neurovégétatifs, comme vous le voyez. C'est un prodrome d'ordre neurovégétatif. Et quand ils ont le mal de rayon, quand ils ont le syndrome, ils ont le mal de
rien. Ça dépend de la recherche. Quels sont les principaux symptômes ou effets? Ce sont des effets neurologiques et digestifs. Et beaucoup les rattachent à des effets psychologiques parce qu'on n'a pas retrouvé l'explication, on ne trouve pas l'explication logique pour cette asthénie, cette apathie, ces céphalées, les nausées, vomissements et diarrhées. Et la fréquence de ces prodromes, leur gravité, leur délai d'apparition sont en fonction de la dose. Plus la dose est pleine, plus ils seront précoces. D'accord? La phase de latence clinique. Donc, les lésions cellulaires, là, c'était des secondes, c'était des minutes, les cellules, elles ont été détruites. Ionisation, radiolyse de l'eau, impact sur les organes cellulaires, les lésions moléculaires. Donc, les cellules vont mourir. Mais le délai nécessaire à la manifestation clinique ne s'est pas encore écoulé. Attention, parce que ça dépend de la dose, au fait. C'est une phase qui est d'autant plus courte et tardive que l'irradiation a été importante. D'accord. Pour des doses supérieures à 10-15 degrés, ma cache phase de latence. Direct, la phase des dents. D'accord. La phase de latence, donc on a une phase de rémission. Elle est. On a la phase prodromique, je fais la phase initiale. Donc, on a des signes généraux, neurovégétatifs et digestifs qui pourraient foncer à des phénomènes psychologiques. La phase de latence, d'accord, en vert, ou en rouge, c'était la phase initiale. D'accord. Phase d'état. Il y a 3 syndromes. Le premier syndrome, c'est le syndrome hématologique, supérieur à 1 degré. Donc, il se passe des choses entre 0,7 et 1 degré, mais pas quelque chose de sérieux. Syndrome de clinique, non sérieux. Syndrome intestinal à partir de 6 degrés. Syndrome neurologique central à partir de 10, 20, 50, 100 degrés. Le cerveau est grillé à 100 degrés, c'est bon. Donc, dans la phase d'état, en fonction de la dose, le premier syndrome libane à partir entre 1 et 6. Syndrome hématologique. Syndrome hématologique, c'est la zone de la dose létale 50. Où je mets la zone de la DL 50. C'est mal, il reçoit degrés, واش تقولوا له في pronostic تاعو اخويا ما عندي ما نقول لك 50% تعيش 50% تموت. Il a reçu 2 degrés, il a reçu 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, de 1 à 5. 6 degrés, c'est autre chose qui va le tuer. On n'est plus dans la DL50. D'accord? Donc, l'expression, elle se fait en 3 semaines. Vous êtes dans le tissu hématopoïétique, vous êtes au niveau de la moelle. D'accord? Il y aura l'expression d'une aplasie médulaire centrale. Donc, on aura des troubles infectieux, parce que les blancs, les troubles de la coagulation, les plaquettes, l'anémie. D'accord? Le syndrome intestinal, c'est le msarani thalgo. Donc, il n'y a plus de cellules souches au niveau de l'épithélium. Et là, l'expression ne sera pas en semaine. Elle sera en jour. D'accord? Donc, on a une perte des cellules de la muqueuse intestinale, anorexie, diarrhée, infection, déshydratation, hémorragie digestive, occlusion, perforation. Ensuite, il y a le syndrome nerveux central. Et on a une pérennisation et aggravation de la phase initiale, avec les prodromes. Donc, pas de rémission, mais cache la phase de latence sadique, trouble nerveux, ensuite coma, et la mort, elle est rapide. 24-48 heures, ça dépend. Syndrome hématologique, je vais le détailler un petit peu. Ce sont des symptômes liés à une aplasie médulaire avec une pancétopénie, des infections et des hémorragies, tardivement l'anémie. Donc, la mort pourrait être en quelques semaines dans les cas graves. Dans les cas graves. Mais sinon, non. La dose entre 1 et 2 degrés crée déjà les prodromes. Le syndrome neurovégétatif, les sphénomes, les banos dans les 6 heures. Ils peuvent durer 24 à 48 heures. Mais il y a une signature biologique, c'est qu'on va avoir une chute de lymphocytes précoce. D'accord? Mais c'est une chute qui est modérée, elle ne va pas dépasser 50% du temps initial, mais le taux de lymphocytes sera toujours supérieur à 1000. Et là, on peut guérir, même sans traitement. C'est-à-dire que ce n'est pas méchant, ça va se régénérer. Mais entre 2 et 5 degrés, là aussi, les prodromes. Mais dans les 2 heures, vous voyez, ça va paraître plus tôt. Il y a même une hyperthermie possible. Il y a une chute rapide des lymphocytes dans les premières heures. Le taux serait inférieur à 50% et la chute pourrait être importante à moins de 2000. Et il y a une latence clinique. Il y aura une reprise évolutive après.
Aplasie médulaire. D'accord? Au fait, quand on a une irradiation, quand on fait une formule, une surexposition. Là, la pratique quotidienne, quand on a une surexposition, il faut la prendre au sérieux. J'ai dit pas de panique. D'accord? Vous allez faire une formule. Après, ça dépend. Il faut que ce soit une dose assez importante pour parler de surexposition. Si tu as 20 millisieverts ou 50, mais tu fais well ou mais vous faites quand même une formule, c'est médico-légal. Vous allez observer, quand on va observer, c'est la formule d'une personne qui a été irradiée à 3 degrés. Vous voyez, dans les premières heures, le premier jour, pardon, le deuxième jour, qu'il y a une chute des lymphocytes. Et dans les premiers jours d'année, on observe ce pic de neutrophile. Quand vous avez ce pic de neutrophile et cette baisse de lymphocytes, alors on a une irradiation sérieuse qui tourne autour de 3 degrés, sinon plus. Et on a peur de quoi? On a peur de l'aplasie qui va venir après. Donc, vous voyez que l'hémoglobine, elle est normale, il n'y a pas d'anémie. Les plaquettes sont normales. Les 2 troubles que vous allez observer, c'est les lymphocytes et les neutrophiles. Les neutrophiles, il y a un pic. On va dire mais au fur et à mesure, et au 30e jour environ, ce n'est pas essentiel exact, au 30e jour, vous n'aurez plus de lymphocytes, vous n'aurez plus de neutrophiles. Vous voyez que l'anémie n'apparaîtra pas, très peu, vous pourrez avoir. Mais le taux de plaquettes va baisser aussi. Donc, syndrome infectieux, syndrome hémorragique, rarement une anémie. Donc, je dis comme que dire oui, une anémie, déclarer au radio, rien de moyennisant, ou tu m'as dit que je n'aime pas de taux de rétique. Je suis comme, ça ne va pas. Ça se passe au niveau de la malle osseuse. Donc, c'est central. Le taux de rétique est qu'on rabote. Et quand vous êtes dans une anémie avec un taux de rétique rabote, les expositions professionnelles actuelles, ne pensez pas aux rayons moyennisants. Cherchez une autre raison avant d'évoquer les rayons moyennisants. Ne vous précipitez pas. Non, elle est dure, rayon moyennisant. Allez, je les globules rouges dans le morceau 7. Où sont les blancs, où sont les plaquettes. On pourrait trouver, mais une anémie, rayon moyennisant. Vous n'allez pas loin dans vos investigations, d'accord? Vous m'entendez là-bas, les filkhafa? Oui. Oui. Donc, la dose létale 50, nous l'avons expliqué, c'est la dose qui correspond à une probabilité de survie à 50% en absence de traitement. Mais bon, pour la plasie, évidemment, le traitement va augmenter la probabilité de survie, les transfusions, les facteurs de croissance, etc. Et pour une irradiation globale aiguë, elle est voisine de 4 degrés, on a 3, 4 degrés, on risque d'avoir. Après, on a des perturbations dans les autres doses, mais la plasie, tu as 3-4 degrés. Donc, elle est essentiellement due aux effets sur la lignée sanguine. Évidemment, comme on l'a expliqué, c'est les cellules souches qui vont disparaître. Fais-toi la plasie. Oui. Donc, ما تخبشوش في les animés وتلصقوهم في les rayons moyennisants. Vous poussez loin les investigations. Si vous allez à un congrès, j'étais une anémie chez une radiologue, que je vous demande de rajouter le taux de rétique, non, elle est régénérative. L'observation, mais il le taux de rétique. Ça veut dire que et quand vous coincez la personne, vous dites non, elle est régénérative. Une anémie centrale, on fait une ponction. On fait un myélogramme pour voir un petit peu ce qui se passe. On va trouver les rayons de moyennisant. D'accord. Sans aucun dépassement de dose à un moment donné. Ou là. Enfin, j'ai transmis le message, j'espère. Allahumma inni ballagt. هلحقنا نمسقي كيما تقول جدة. Dose supérieure à 6 degrés, c'est les intestins qui vont commencer à griller. Donc, diarrhée, anorexie, infection hémorragique, la mort peut survenir en 1 à 4 semaines. Donc, 1 semaine, c'est quelques jours, ça dépend de la sévérité. Mais 6 degrés, 10 degrés, je crois. 8 degrés, ou là, c'est l'intestin qui va prédominer. C'est l'intestin qui va tuer plus que le cerveau. Si la dose est entre 10 et 20 degrés, 50, 100 degrés, vous allez avoir un syndrome nerveux central. C'est le cerveau qui est grillé, trouble de l'activité motrice, désorientation, apathie, ataxie, convulsion, lésions microvasculaires, œdème cérébral, hypertension intracrânienne, le coma, la mort pourrait survenir en 48 heures ou là en 1 semaine. Ça dépend de la dose. 10, 20 degrés, il y a des semaines. 50, 100 degrés, mais 24 heures, il mout. Ou il mout, c'est sûr.
قولوا لي قضاء وقدر قضاء وقدر quand il a été exposé قضاء القدر تاعو quand il est exposé à 50 degrés hein, c'est bon il va mourir c'est certain pourquoi parce que c'est un effet répondez-moi ceux qui sont chez eux ou en entreprise déterministe non aléatoire انا تشربوا une dose de cyanure qui est mortelle ما تقولش بقدرة ربي نحيا non c'est bon vous allez mourir. Eh ben, c'est la même chose pour les rayonnements ionisants. C'est ça les effets déterministes. Mais là, on est dans quelle partie des effets déterministes? Dans l'irradiation globale aiguë. Et voilà le récapitulatif. On a 3 phases, prodromique, initiale, phase de latence, phase d'état. 0,7 tarte, peut-être une petite phase prodromique. Mais 1 gré, c'est un syndrome hématopoïétique. La phase d'état, une rémission. On dit les prodromes toujours, c'est neurovégétatif. Une rémission, il n'y a rien. On a la formule, c'est beau, une chute des lymphocytes, un petit pic neutrophiles, c'est beau, sinon il y aura comme après. C'est pour ça qu'on fait des formules là, tous les jours quand on est en surexposition. Les radiations globales aiguës, le truc nucléaire, l'industrie nucléaire. Est-ce qu'on peut le chauffer d'ailleurs, mon Dieu, pour être exposé à cette dose-là, non. Non, je ne pense pas. C'est un aussi de سيرنا. حطوه تحت يدخل الرياكتور يسكن تما ما عندوش وين يسكن. هذوك يسقولهم شمعات. لا غلقوا عليه وي لا غلقوا عليه تما يموت وي. نبداو بلا بلازي. عنده الحبيله. Salman, s'il te plaît, je t'ai chargé de les résidents et leur implication, puisque nous, le Covid خلاص, on va redevenir un peu sérieux. Nous, on chauffe un zoro avec CRNA pour les résidents qui nous entendent des différents services. D'accord? Normalement, ils vont nous accepter l'accès. Avant qu'on en dise, on dit tu sais ce que je fais? Je fais une demande des... Non, ils acceptent les excursions dans les écoles. Non, là, on va reprendre. Avant, on le faisait. Je trouve le réacteur, là, un réacteur, c'est radiateur. Mais radiateur, mais je quitte. Vous m'entendez? Donc, on a un syndrome hématologique, c'est surtout l'aplasie. On a un syndrome intestinal et on a un syndrome nerveux central. Ça, c'est une irradiation globale aiguë. Mais à côté, nous pourrons aussi avoir une atteinte pulmonaire, il y aura de la fibrose après. Ça, on survit à ce type de syndrome. Il y aura même des radiodermites aussi qui vont être annexés à ce niveau-là. Local. Mais c'est le plus important. On passe aux effets déterministes partiels, c'est-à-dire localisés, mais dans l'exposition aiguë toujours, machine chronique. D'accord. Les effets les plus connus sont les radiodermites. Donc, c'est les brûlures cutanées. Et là, elles apparaissent. Attention, on est dans une irradiation partielle, donc de la peau. Donc, supérieure à 3 degrés. D'accord. Entre 3 et 5 degrés, c'est un érythème précoce. Au-delà de 5 degrés, on peut avoir une épidermite sèche. Entre 12 et 20 degrés, c'est une épidermite exsudative avec un délai d'apparition de 3 semaines. Au-delà de 15 degrés, on a une nécrose de la peau, donc ulcération après 2 à 3 semaines. Mais vous voyez que les effets, c'est en semaine. Alors, parce que les cellules souches de la peau, à un moment donné, ils s'irradient aujourd'hui, ils passent une semaine normale. Mais après, vont apparaître les ulcérations, parce que les cellules souches, mais la relève. Et à partir de 10 degrés, on crée même des séquelles, on passe par tout ça, atrophie, télangiectasie, dyskératose, il y a même une évolution vers un cancer. On peut aussi observer des troubles fonctionnels, il y a des douleurs, troubles de la sensibilité, mobilité, par rapport au derme, mais par rapport même au tissu conjonctif sous-jacent qui pourrait être touché. Anna. Déjà? Le draft de tout à l'heure. Ok. Tu as normalement envie de poser des questions. Pour ça, docteur, c'est mon nerve central. Ouais. S'ils survivent. Ils survivront pas. Idée photo. Pas photo. Idée photo. La fête au cerveau, c'est l'intestin, les mots. Ils auront une nécrose. Oui.
corps entier. Maintenant, la nécrose en corps entier parce que les cellules souches de la peau vont mettre du temps à chez Beno. Leur survie, elle est de quelques jours. On pourra avoir un érythème, on pourrait avoir, mais pas la nécrose. La nécrose cutanée, ما تبانش. هذا اللي ما قتلوش هذا يقتلوا هذا. يقتلوا l'intestin, لا ما قتلوش l'intestin, يقتلوا la plasie. D'accord, mais on peut avoir des radiodermites aigus, mais ما تلحقش la nécrose. D'accord, parce qu'il faudra du temps. Oui, qu'on mette. D'accord. C'est les effets neurologiques centraux, ou les effets intestinaux qui vont. Mais par contre, la plasie, oui, c'est possible. S'il y a une zone qui a été les radiations globales, mais il y a un impact sur un endroit donné plus qu'ailleurs, on peut observer des épidermites, hein, parce que la dose les hadban. Mais la nécrose, elle va mettre du temps. C'est tout. C'est bon pour ta question? Et tu as posé une question, après tu dis, excusez-moi. C'est bon la question? Oui, c'est Ok, ça va. Et on te demande comme des questions. Ça. Moi, j'ai des messages clés à vous donner, à vous transmettre. Après, vous devez retravailler tout ça. Avec une photo pour la radiodermite, voilà, pour la radionécrose. Je fais tout à les sources scellées. Là, c'est l'état clinique de la main d'un technicien à 3 semaines de son exposition à 25 degrés. C'est un accident qui s'est fait en France en 81. Ça, c'est sa main droite de l'opérateur. L'opérateur, il a ramassé la source de la radiothérapie de cobalt 60. Donc, c'est une source scellée. Normalement, elle est télécommandée. Elle est dans un habitacle très important, dans des locaux blindés, etc. Donc, elle est tombée sur le sol. 3 semaines après. La brûlure était. Le jour même, il était normal. Il y avait un petit érythème. Bon, ben, là, ça commence. Et vous allez mieux comprendre la radiodermite. C'est choquant, hein? Ce qui va suivre est choquant. Donc, les âmes sensibles pourraient rater les 3 diapos ou 4 diapos de Jayin. C'est un exemple de radiation aiguë, accidentelle, qui est due à la perte d'une source de gammagraphie. La source. C'est une pièce de monnaie. La source. C'est une source d'iridium 192 qu'on utilise dans la gammagraphie industrielle. D'accord. Elle est dans un tuyau comme ça qui la porte. Une télécommande et elle a une perche et on manipule à distance. Après, on télécommande, la source va revenir, le scellé. Donc, il faisait une radiographie de la tuyauterie, une usine hydroélectrique qui vérifie les soudures. C'est une source d'iridium qu'on a, 192. L'activité, c'est en becquerel, ou là en curie. On regarde le becquerel, c'est 1370 gigabecquerel, dans la conversion 40 curie. هذا واش دار السيد هذا la source حطها في جيبو la poche arrière de son pantalon durant 6 heures. Cette soya, وهذا الناموسة هذه qui est l'équivalent à une pièce de monnaie, elle ne fait ni bruit, ni elle a une odeur, ni rien du tout. Il n'y a pas de risque de contamination parce que c'est du solide. حطها في جيبو. Le 20 février 1999, avec la Flicten. Mais استناو d'abord قبل استناو avant, regardez, c'est 20 février 1999. Hein. À J plus 4, j'ai la Flicten. D'accord. Oui, J plus 4, Flicten. J plus 10, ça commence à s'élargir, à se creuser. J plus 18, la nécrose, 18 jours. La question de Selman tout à l'heure, on pourrait observer de la nécrose, mais il faut que ce soit une source vraiment, une irradiation partielle aussi. Donc, contact avec la source. Là, c'est une irradiation globale. J plus 37 jours. Février 2001, décès. Ça a une amputation, elle a été décédée. Au bout de 2 ans.
On a démarré 22 ans. Ramassez pas tout ça. Fermez la bouche. On est parti de là. C'est rien. C'est énorme. 6 heures de contact. Ça, par contre, on peut le trouver sur le khidma. Parce que dans l'industrie, on utilise la gammagraphie. Et là, il faut un dispositif de radioprotection important. Tout m'a fait la conférence, vous avez les bases. Des fois, les lire sur la radiogammagraphie industrielle, il ne faut pas perdre la source. La source, c'est l'état, تدخل dans une niche. واش يديروا يقيلوا قدام la niche ويجيك une surexposition parce que la gaine elle est censée contenir les rayonnements, mais il y a toujours un rayonnement de fuite qui est léger. C'est pas comme là, il est en contact direct avec la source. Vous m'écoutez? En complication, Oui. au bout de 2 ans. Désolée pour. Donc la dose absorbée en profondeur était de 30 à 40 degrés. Et c'était des gamma. Vous voyez? Donc, dose absorbée. Je veux que ces choses-là se fixent. Excusez-moi si je prends plus de temps. Je prends mon temps. روحوا تقراوا. اللي يحب يقرا يقرا. اللي ما يحبش يجي يقرا en visio يقرا le MC. معليش قراوا برك. هنا c'est l'activité en becquerel. Ou là en curie. Là c'est la dose absorbée. On l'a estimé. C'est une estimation. C'est-à-dire quelle est l'énergie qui a été transférée sur la partie du corps. Hadi, c'est une irradiation aiguë partielle. 30-40 degrés. C'est des gamma. Ça fait 30-40 aussi. Non, c'est 20. Ouais, on est très loin du. On est très. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 3 000. 30 000. 30 000 millisieverts. Ou la dose flapo, elle est de 500 millisieverts. Vous comprenez que les doses, pour qu'on n'ait pas à trouver ce genre de dégâts dans l'exposition professionnelle. On ne peut pas tolérer ça. Ça, c'est la dose absorbée, mes amis. Elle est en gré. On l'a transformée en dose équivalente. D'accord. Et elle restera en dose équivalente. Parce qu'on est au niveau de la peau. Mais 30 et 40 degrés en exposition corps entier, global et unique. Ça donne quoi? Répondez pas ici. Répondez-moi. Réveillez-vous. 30, 40 degrés. Gamma. Il serait mort de toute façon, mais rapidement. Nous can rire. Plutôt que cette souffrance. Merci. Et corps entier, mes amis, 30-40 gamma de dose absorbée. Oui. Dose absorbée. La dose équivalente, c'est toujours 36 vertes. Mais quand il s'agit de corps entier, est-ce que je peux parler de dose? Comment ça s'appelle? Hein? Comment s'appelle la dose quand c'est le corps entier? Dose efficace. Très bien, c'est la dose efficace. Mais la dose efficace, parce que la dose efficace, c'est quoi? C'est les doses équivalentes qui prennent en compte la pondération liée à la nature du rayonnement. Nous avons un facteur de pondération lié au tissu. Nous allons voir le paramètre. Je veux que la dose absorbée, la dose équivalente et la dose efficace. Qui تخرجوا لي بهذه des informations وما تخلعوش كي تشوفوني une surexposition et que vous pouvez prendre tout votre temps. روحوا قراو روحوا réviser ou tranquilliser le malade, etc. Là, vous saurez quoi faire. Je suis tranquille. اليوم la conférence عجبتني. Donc, toujours dans les irradiations localisées, mais chroniques. On a des effets tardifs, soit dus à l'hypoderme, soit au niveau du derme, soit au niveau de l'épiderme. Donc, on aura une atrophie cutanée, une sclérose cutanée, une sous-cutanée, des troubles de la pigmentation et des télangiectasies.
Voilà, par exemple, ici, manque de souplesse de l'élasticité de la peau, guérison difficile en cas de traumatisme associé, évolution possible vers un cancer cutané. Les radiologues, ils ont payé, des radiodermites. Déjà que c'était mal connu, les générateurs de rayons X utilisés n'étaient pas, il n'y avait pas de protection intégrée, il n'y avait pas de. Donc, il y avait des radiologues atteints de radiodermite. وكاين اللي ماتوا من syndrome aigu d'irradiation وين وين dire où ça en Algérie صرات ماشي رقان صرات en Algérie في واحد الحكايه vous voyez vous avez vu les sources là les petites sources avant, je ne me rappelle plus de l'année, hein, c'était avant les années 80. Oui, parce qu'en 86, rajoute la législation et la réglementation à la rayonnement ionisant, qu'un واحد transporteur de sources radioactives. Les camionnettes 405 bâchées, comme chez le Harber et tout, et ben il a transporté les sources dans des trucs conteneurs. Les sources, elles étaient jolies, brillantes et tout dans leurs petits conteneurs. Les enfants, ils يفطر sûrement في الياشير تاع الشوا هذوك. Les enfants طلعوا في لا كاميونيت رفدوا عجبوهم داهم للديور و dans une maison en tout cas dans une famille la vieille dame حطتها فوق la cheminée ومن بعد بداو quelques jours بداو لي نوزي لي فوميسمون بدا واحد داوه للسبيطار intoxication alimentaire tous les diagnostics différentiels que vous imaginez ومن بعد تيك جا deuxième جا troisième بداو يتكاكاو quelque chose que ces gens-là mangent, ou c'est une famille entière qui est malade, et bien les gens se sont déplacés. Je ne connais pas les détails, hein, donc je vais caricaturer. Mais je me dis, à un moment donné, ils ont évoqué le rayonnement ionisant. Donc, elle a la plasie. Les spécialistes, ça vaut la source, faut que la cheminée. Et je crois que l'un des membres ou deux sont morts d'aplasie médulaire. On a eu un syndrome aigu d'irradiation à domicile. Il faut que la cheminée ait des sources radioactives. Maintenant, oui, et les autres n'ont pas répondu. Il a déconnecté. On ne connaît pas. Ah, on a dit Tchernobyl, Fukushima, on a l'industrie nucléaire, les réacteurs. Quand il y a eu Fukushima, il y a eu l'explosion du réacteur, et qu'il n'y avait pas une poignée d'intervenants qui ont sacrifié leur vie pour aller descendre le réacteur où ils ont fait, ouais, et je dis sacrifier leur vie. Ça veut dire ربطوا برجليهم للموت. كي طلعوا syndrome aigu d'irradiation, pas le jour même. C'est entre le syndrome, là مقتلوش le cerveau, يقتلوا les intestins, ou là يقتلوا la plasie médulaire. هذوك هما les syndromes aigus d'irradiation qu'on peut observer. أنا ما ندوكا ولا واحد يرقد لي أنا قدام من سورس ولا يحط روحه يتكسر فوق لا طابلو ويبدا scanner يفلاشي على روحه, c'est sûr qu'il arrivera à ces doses. D'accord? C'est rendre le cours un peu intéressant. Donc, on a vu le syndrome aigu d'irradiation exposition unique, on a localisé la peau en aigu et en chronique. Maintenant, quels sont les autres effets déterministes, toujours, donc non aléatoires, dose dépendants, localisés toujours, et on va voir la thyroïde. Voilà les glandes en général, mais la thyroïde est un peu sensible. Donc, les glandes endocrines sont en général assez résistantes. Rire la thyroïde, là, c'est une exception. D'accord. Donc, les effets liés à la thyroïde, ils sont un peu retardés de 10 à 15 ans avec l'apparition d'une hypothyroïdie. On garde en tête que la thyroïde est radiosensible. Les gonades aussi, elles ne sont pas trop radiosensibles, hein, comme les autres gonades. Une dose de 4 Gray suffit quand même pour entraîner stérilité définitive, mais c'est 4 Gray. Hein. Une dose de 0,2 Gray peut entraîner une hypospermie. 0,2 Gray, en équivalent de dose, ça fait 200 millisieverts. Je les jouer avec les problèmes de spermogramme, je suis stérile ou c'est à cause des rayonnements ionisants. Donc, ça dépend des structures et comment ils travaillent. Maintenant, s'il travaille à 2 mètres
de l'appareil, qu'il a un truc blindé normalement derrière, la télécommande تاعو منين يجي واحد والديكم منين يجي واحد 200 ملي سيفرت هذو انا ما فهمتش. Donc les troubles dans le spermogramme, cherchez. Si vous ne trouvez pas, changez-lui de poste parce que déjà psychologiquement, il vous dit c'est les rayonnements ionisants. Si vous arrivez à le convaincre que ce n'est pas le rayonnement ionisant, tant mieux, sinon vous aurez un problème. Les ovaires, évidemment, ils sont dans l'abdomen, sont moins radiosensibles que les testicules. Donc la stérilité peut survenir néanmoins à des doses supérieures à 8 degrés. Là, on bombarde quand même, hein, localement. Ça. Donc, pour les effets d'une irradiation aiguë localisée, on a les atteintes de la peau qu'on doit retenir. On a soit des rouges, c'est des doses de 1 à 5 degrés, rougeur, brûlure, nécrose. Les atteintes aux gonades, ça dépend chez l'homme, c'est une atteinte, des perturbations temporaires à moins de 1 degré, prolongées entre 1 et 5, 5 et 10 c'est réversible. Chez la femme aussi, elles peuvent être temporaires à 5 degrés, prolongées après. L'atteinte au cristallin, à partir de peut-être 4 degrés, la cataracte. D'accord? Et la cataracte aussi, c'est l'opacification du cristallin, on peut l'observer. L'interventionnel, on peut avoir quand même, oui, mais pas les yeux, hein, parce qu'ils ne se protègent pas les yeux, ils ne portent pas des lunettes. D'accord? Pour la cataracte. Hein. Maintenant, pour le spermogramme perturbé, il a une blouse plombée, et en principe, non. D'accord. Alors, maintenant, les effets tératogènes. Quelles sont les conséquences des radiations in utero pendant la période de grossesse? Ça aussi, c'est important. Hein? Donc, évidemment, la période de préimplantation, c'est la conséquence, c'est tout ou rien, puisque ça va affecter l'ADN, etc. Donc, l'embryon va mourir. Dans la période de l'organogénèse, le fœtus risque de malformation congénitale et un risque de mal développement, un retard de croissance et retard mental. Alors, je crois que là aussi, c'est pas un fœtus ici. D'accord, la période fétale. Alors, quand est-ce que vous allez vous inquiéter quand une femme enceinte vient vous dire « Ah, j'ai été irradiée, est-ce que je dois avorter ?» Vous allez me dire « Mais pourquoi une femme enceinte me poserait cette question ?» Elle va vous poser cette question parce qu'elle travaille à l'hôpital et que vous êtes médecin du travail et que c'est la première porte qui connaît les problèmes, les hospitaliers. Hein. Quand il n'y a pas de problème, la mère est belle en pique comme gars. Ils se demandent même pourquoi vous faites cette spécialité. C'est à vous d'être convaincant. Eh bien, on a reçu une infirmière enceinte, je ne sais plus de combien de semaines. J'ai oublié, il faudra que je retrouve le dossier. On essaie de retrouver le dossier, mais il faut que je contacte une ancienne résidente. Elle est venue, voilà, j'ai fait. Elle est enceinte, mais ce n'est pas une exposition professionnelle. Hein. Elle a fait, donc c'est les premiers temps. Voilà, je me rappelle maintenant. Première semaine. Donc, elle a fait une scintigraphie. Elle a fait un scanner. Elle se découvre enceinte. Catastrophe. Elle était dans un état catastrophique. جات لهنا اللي résident dans sa bouche ومن بعد قالت لها سمعي يحكي لها قرات لها لي غير مايونيزاج تعرف جاو لعندي il n'y a pas de problème madame même malgré درتي كاع هادو il n'y a pas de problème. C'est poser la question est-ce qu'elle avorte ou pas? Il n'y a pas d'avortement تحت 0 degré pendant l'organogénèse. Avant, c'est 0,05 degrés, on rassure. Mais معليش أنا ما نقدرش, c'est pas mon métier. Je sais que je dois rassurer, je sais que je ne cours aucun risque, c'est-à-dire que la grossesse, 0 degré. D'accord. Le problème, entre 0,05 et 0,2. On va discuter avec la mère. La probabilité qu'il y ait une malformation, la kaina, on laisse 0 risque. C'est à elle de voir. Quand je cours le risque, je le garde. Mais ça, ça se discute avec son gynéco. Si vous avez ce genre de situation, il y a au CRNA un service qui s'occupe de ça, qui évalue les doses. Il va reconstituer ce qu'elle a reçu. Je ne me rappelle pas de quel scanner elle a eu. Il a scintillé aussi. Donc, ils vont reconstituer tout ça et estimer la dose absorbée à la courant gré. Qui vont reprendre pour estimer sa dose absorbée, les caractéristiques de l'appareil, la dose qui a été administrée, l'énergie
d'accord, ou l'activité. On a reçu la médecine nucléaire, la source des camps Becquerel, mais la radiologie, on n'a pas pu faire une estimation à l'èche parce qu'on n'a pas suivi le circuit normal. Le circuit normal avant, il faut que le chef de service soit au courant et qu'elle soit dans le système. Et il y a c'est une copine à elle, c'est des copains à elle, plutôt, ils ont un scanner. Donc, ما حبوش يسمعوا le chef de service, يسمع le chef de service, بلي داروا un scanner في السيركوي تاع marché noir. Donc, du coup, malgré ça, ils lui ont fait une estimation. Ils ont trouvé, on était vraiment moins de 0,05 parce que quand tu fais en Becquerel ou tu fais un scanner, mais ce n'est pas énorme à l'échelle de la dose absorbée. La dame, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, il n'y avait pas lieu de penser à l'avortement. Même le gynéco n'avait pas de réponse pour elle, il ne savait pas. Donc, du coup, donc, s'il vous plaît, retenez ça en tant que médecin du travail. Rassurez toujours. Entre 0,5 et 0,2, quand vous avez ce genre de situation, demandez toujours aux experts. J'ai ce problème, comment je vais le régler? Déplacez vous-même le CRNA s'il le faut et vous allez rassurer. D'accord? Sinon, la malade, on a des doses. Des doses كبار, il y a un risque d'avortement. C'est supérieur à 0 degré pendant l'organogénèse, mais chez les premiers mois, première semaine, l'embryon, d'accord? Ou là, ça veut dire qu'il va être sain. C'est l'organogénèse qui est difficile. Donc, gardez toujours en tête, en fonction de l'évolution de la grossesse. Donc, au stade préliminaire, c'est la loi du tout ou rien, elle peut avorter. Entre un an jusqu'à, on est en milligré, dose au fœtus en milligré. Donc, entre peut-être 100 mg, d'accord, pas d'effet démontré à tous les stades. Le problème, on a 100 et 200, d'accord. C'est une zone d'incertitude quant aux effets supérieurs à 200. Ça dépend. Il y a un risque de malformation, diminution du quotient intellectuel. Par contre, développement fœtal tardivement, par exemple, 24 semaines, on ne discute plus. On fait même des examens quand il faut pour la maman, etc. La phase critique. D'accord. L'organogénèse, jusqu'à 24 semaines. C'est pratiquement de 2 semaines à 24 semaines. Et là, il faut monter à partir de 200 mg. D'accord? Est-ce que la dame, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Elle avorte ou pas, ce n'est pas mon problème. Imagine que tu as فهمتوا؟ أهل الدار؟ الحمد لله. Oui. Très bien. On a vu donc les effets déterministes, le syndrome aigu d'irradiation globale. On a vu l'effet cutané pour les radiodermites, donc syndrome d'irradiation partielle. On a vu les gonades. On a vu un peu la thyroïde. Et dans l'EMC, c'est détaillé. Je ne peux pas détailler plus que ça. Moi, je vous donne des principes. Donc, vraiment la conférence. Et je préfère être pratique. Où je fais l'effet tératogène, puisque c'est aigu aussi. D'accord? On ne va pas exposer une femme enceinte longtemps. Ça. Maintenant, nous avons les effets stochastiques. Les effets stochastiques, les cancers, les effets génétiques héréditaires. Donc, la mutation génétique peut, au niveau de l'ADN, peut me provoquer soit elle est morte, la cellule, on s'en débarrasser, mais la survie de la cellule est problématique parfois quand la réparation est fautive. Donc, on risque d'avoir une mutation, donc un risque de développer un cancer. D'accord. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la cancérogénèse? C'est la dose absorbée. Plus la dose est élevée, plus le risque est. Quel est le débit de dose aussi? En combien de temps on a reçu cette dose? Plus le temps est court, plus l'effet sur l'ADN pourrait être important. Il y a la nature du rayonnement, alpha, bêta, gamma, etc. Il y a la nature du tissu aussi qui conditionne le type de cancer, la latence, la probabilité d'apparition pour une dose donnée. Il y a les caractéristiques individuelles, l'âge, les facteurs génétiques et la présence d'autres facteurs de risque. Le cancer, c'est toujours multifactoriel. Hein. Mais en tout cas, les grandes catastrophes humaines en matière de rayonnement ionisant, notamment Hiroshima et Nagasaki, a été vraiment un terreau
pour les recherches médicales en matière de risque de cancer, puisqu'on a surveillé, ainsi que les effets héréditaires, puisqu'on a surveillé ces populations sur plusieurs années. Et notre ami Belhimar a parlé même de Regan. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé non plus, hein, donc on ne peut pas spéculer, mais il semblerait qu'il soit passé quelque chose. Mais est-ce qu'il y aurait plus de cancer au niveau de cette zone qu'ailleurs? J'en sais rien, je ne peux pas vous en parler. Donc, il y a un risque accru de cancer après exposition au rayonnement ionisant. C'est une vérité étayée par la recherche médicale. Au-delà d'un certain seuil relativement élevé, notamment au-delà de 100 à 200 millisieverts, on sait qu'il y a le risque de cancer, ok. Mais qu'en est-il des faibles doses? Là, les recherches ne sont pas concluantes. Au fait, le modèle mathématique, أنا ما نعرفش بزاف الموديل mathématique, mais هايلك la courbe après les observations aux doses élevées. Donc, là, le modèle retient qu'il y a une relation linéaire, d'accord, sans seuil, bien sûr. Sur cette hypothèse, madame, la courbe, elle est linéaire et sans seuil, ça veut dire que on peut pas, c'est sur cette base, pardon, que c'est basé la réglementation et la radioprotection. Mais chez Diroulna, la, comment dirais-je, faites le seuil plutôt à linéaire, pardon, pas ici. D'accord, chez Afoga, les observations. Maintenant, avec la relation, elle est linéaire, elle est sans seuil. C'est-à-dire que pour les faibles doses, ils ne peuvent pas vous dire qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Donc, pour ce qui est supérieur, pour un gré, il y a une relation dose-effet. D'accord. Plus la dose est importante, plus le risque de cancer est important, notamment au niveau de la thyroïde et notamment les cancers du sang, les leucémies. Mais le cancer pour les faibles doses ou les très faibles doses, on ne sait pas. Ce n'est pas zéro, d'accord, mais il y a un risque. Les effets génétiques, on a les altérations chromosomiques dans le nombre, dans la structure des chromosomes. On a les mutations géniques, donc réparation fautive de l'ADN sans modification de la structure. Ils peuvent être neutres ou provoquer des anomalies dans la fonction cellulaire. Il y aura une perturbation. Est-ce que ces anomalies sont-elles héréditaires? Donc, comme pour les cancers, les mutations du rayonnement ionisant ne peuvent être différenciées des autres mutations spontanées. Il faut des analyses épidémiologiques, mais en fait, sur la base de, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'Hiroshima, de Nagasaki, des patients aussi traités par radiothérapie, les travailleurs exposés au rayonnement, notamment les radiologues, les populations exposées aux retombées des essais nucléaires, la catastrophe de Tchernobyl, et les populations vivant en forte zone d'irradiation naturelle. Et donc, il n'y a pas d'argument en faveur de la transmissibilité des altérations génétiques. D'accord? Mais néanmoins, il y a une contraception qui est recommandée dans les 6 premiers mois qui suivent une irradiation chez l'homme, quand elle est importante. D'accord? Pour ne pas transmettre. Alors, nous pouvons résumer la radiopathologie au plan de leur traduction pratique. On a les effets déterministes et les effets stochastiques. Les effets déterministes non stochastiques, les effets stochastiques non déterministes. C'est des effets non aléatoires, c'est des effets aléatoires. Ça dépend du document que vous allez consulter. Là, pour les effets déterministes, on a un dose-seuil. En dessous, on n'a rien. En dessus, effet systématique. Pour les effets stochastiques, pas de seuil. Pour les effets déterministes, la gravité croît avec la dose. Pour les effets stochastiques, la gravité est indépendante de la dose. C'est l'effet tout ou rien. Yasra l'effet, yamasrash. C'est la probabilité d'apparition de l'effet qui augmente avec la dose, pas la gravité. C'est clair, quand quelqu'un fait une leucémie, il y a une probabilité qu'un travailleur exposé au rayonnement ionisant fasse une leucémie. Ce n'est pas dose dépendant. Et quand il fera une leucémie, est-ce que le fait qu'il soit exposé à de fortes doses va faire que sa leucémie soit plus grave? Non. Ça y est, ça va. La gravité va dépendre de la pathologie et non pas de la dose. Mais la probabilité, elle augmente. Pour les effets déterministes, on a des effets en général qui sont réversibles. En général, là, ça dépend des doses. Et il y a des effets, les effets sont plus ou moins précoces, c'est en jour ou là en semaine, limite mois. Maintenant, c'est des effets en général irréversibles. Une leucémie, c'est irréversible. Une aplasie médicale, une aplasie médulaire
que je peux traiter, il va survivre. Bon, l'intestin, il ne survivra pas et le cerveau ne survivra pas. D'accord. Les effets ici sont précoces. Par exemple, la peau, les gonades, la moelle osseuse, l'intestin et le système nerveux. Il n'y a que la cataracte qui a un effet tardif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un épithélium qui se régénère très lentement. Donc, la cataracte, ça prend des années. D'accord. Et on peut observer des lésions de sclérose et de nécrose. Par contre, pour les effets stochastiques, ils sont toujours tardifs. Ils surviennent après une longue latence. Il y a les cancers et les effets génétiques. Pour l'effet tératogène, il est déterministe. Hein? Mais il n'y a pas d'effet stochastique. Là, il y a les effets génétiques. Pour l'effet tératogène, et on a l'atteinte de l'enfant, différents des effets génétiques qui induisent des modifications génétiques avant la conception de l'enfant. L'effet tératogène, c'est sur la grossesse. L'effet génétique, c'est sur l'ADN. D'accord. Voilà donc le tableau de maladies professionnelles qui répare les rayonnements ionisants. C'est le tableau numéro 6. Des anémies, virgule, leucopénie, virgule, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutif à une irradiation aiguë. On ne sait pas comment on va lire cette plaque. Est-ce que c'est l'anémie seule? Est-ce que c'est le leucopénie seule? Est-ce que c'est une thrombopénie? Est-ce que c'est un syndrome hémorragique? Ou là, c'est des virgules, c'est du français, et tout ça consécutif à une irradiation aiguë. Les deux interprétations sont plausibles. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à l'anémie quand vous la déclarez. Je ne vous dis pas de ne pas déclarer. Mais si vous la déclarez, vous devez au moins vous assurer qu'elle est arrégénérative. Ne déclarez pas n'importe quelle anémie. D'accord? Anémie à rayonnement ionisant, non, c'est une anémie centrale. Elle est due à une irradiation chronique. On pourrait avoir quelques altérations. Hein? D'accord? Au fait, les altérations qu'on va observer en irradiation chronique, vous allez me dire pourquoi vous ne nous avez pas parlé tout à l'heure. C'est des syndromes myélodysplasiques. Oui, je pourrais avoir rarement l'atteinte, mais là, l'anémie, les syndromes myélodysplasiques, il y a les hémopathies. Là, mais de touche. Tu m'as dit tout. Les A2, درتو hémopathie, مازال. Les A3, درتوهم. Qui travaillent les hémopathies d'origine professionnelle, bon, on va vous parler des rayonnements ionisants. On va vous parler des rayonnements ionisants pour l'aplasie. On va vous parler aussi pour les atteintes, tu as les leucémies, ou là, les myélodysplasies. Dans les myélodysplasies, ce n'est pas vraiment un cancer encore. Il y a un dysfonctionnement dans le myélogramme qui est dû à la radiation ionisante, donc c'est chronique. D'accord? On peut avoir une anémie, mais ici, elle est macrocytaire ici. Hein. On peut avoir des leucopénies, des thrombopénies, mais avec des blastes au niveau du myélogramme, etc. Donc, on peut avoir. Là, c'est l'aplasie. Là, c'est le syndrome myélodysplasique. Là, blépharite ou conjonctivite. Ah, j'ai sauté une plaque sur la radiodermite concernant les yeux. Les plaques, les deux, ok. Là. On peut avoir une blépharite. C'est une atteinte de la peau, radiodermite et conjonctivite. D'accord. On peut avoir une kératite. On peut avoir une cataracte. Les radiodermites, elles peuvent être aiguës, comme on l'a vu tout à l'heure. Elles peuvent être chroniques. Ça pourrait être aussi une radioépithélite aiguë des muqueuses, radiolésion chronique des muqueuses, les muqueuses. Je ne sais pas si on vous a fait en toxico, sinon tu me rappelles, Selman, ceux qui faisaient avec la peinture à la dorure et qui ne suçaient pas, ils suçaient peut-être le pinceau pour avoir un beau dessin. C'était une peinture radioactive. Donc, eux, ils avaient aussi mais là, c'était des lésions dans les muqueuses, mais aussi des ostéosarcomes de la mâchoire. D'accord? Donc, c'est une histoire derrière l'organisme. Hein? On a la radionécrose osseuse. Vous voyez, avec. Là, c'est les cancers. Hein? Radionécrose osseuse, leucémie. On a un cancer bronchopulmonaire primitif, mais par inhalation, et on a les sarcomes osseux. Mais attention aux expositions. Maintenant, vous avez extraction et traitement des minerais radioactifs. C'est là où vous pourrez observer cancer bronchopulmonaire par inhalation ou là en médecine nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'inhalation du produit radioactif.
Vous n'allez pas déclarer un cancer bronchopulmonaire chez un radiologue ou la manipulateur radio. C'est des X, il n'y a pas d'inhalation. Donc, il y a de l'inhalation, on va partir vers le... Comment dirais-je? Vous allez partir vers plutôt la contamination. Est-ce que c'est clair jusque-là? Coucou, tout. Oui, oui, Oui. c'est clair. Ah, vous avez dormi. D'accord. Non. C'était la dernière question. Donc, pour cette partie, voilà la bibliographie que je vous conseille. Il y a encore une autre partie que nous pouvons entamer sur une demi-heure ou là en fonction de votre disponibilité ou là de votre disponibilité cérébrale. Qu'est-ce qui se passe? Faites le bruit. Ah, certainement. Allez, faire l'arsène avec je sais pas quoi. Très bien. Ça va, vous êtes en forme? C'est bon, allez, Pas trop. تحبوا قهوة. تحبوا الماء ديالو تحبوا تقراو سيف عليكم. Donc, on arrive à la troisième partie de la radioprotection. Et avant d'entamer la radioprotection, il faut connaître les sources d'exposition. D'accord. Et évidemment, il faut de la prévention. Donc, l'exposition professionnelle aux substances radioactives ionisantes, elle entraîne des effets. D'accord. Ils sont assez graves et sérieux quand même. Hein? Donc, les rayonnements ionisants, ils sont invisibles, ils n'ont pas... il me manque ça. Pointeur. Donc, ils sont invisibles, on ne les sent pas, on doit s'en protéger. Surtout avec l'accident tacitif, c'est les médecins qui, en fonction de la clinique, après avoir éliminé moult diagnostics, et le fait qu'il y ait plusieurs cas dans la famille, l'exposition au rayonnement ionisant a été évoquée. Les applications les plus importantes, je vais faire bref, je vais être brève. Hein. Donc, les applications les plus importantes, en dehors des rayonnements cosmiques, donc j'ai enlevé pas mal de diapos pour aérer un peu. Là, c'est les applications médicales. Les applications médicales, c'est les rayons X, notamment les radiographies et les scanners, les tomodensitométries. On les rayonnements gamma pour les scintigraphies et les tomographies avec exposant au positron. Hein? Émission, par émission de positron. Il y a le scanner aussi avec, hein, parce qu'il y a les deux. Donc, les irradiations d'origine médicale représentent environ 50% des doses reçues par individu dans sa vie. C'est-à-dire le maximum la moitié des expositions individuelles TANA, elles sont dues aux expositions médicales en tant que patient, hein, ou là en tant que travailleur. Donc, dans l'imagerie traditionnelle, on a les X, les X, les générateurs. Donc, on a fait l'électricité, mais qu'un exposition. Par contre, l'utilisation de radioisotopes, la médecine nucléaire, c'est des sources non scellées. Par exemple, ici, c'est la gamma caméra. La caméra à positron, mais en fait, elle va capter les rayonnements gamma. En fait, c'est du fluor fluorodésoxyglucose, c'est le fluor 18. C'est un émetteur de positron. Maintenant, vous connaissez le positron. D'accord. Donc, il va être injecté toute une procédure où il va entrer en interaction avec un électron dans la matière. Il va donner naissance à 2 photons gamma de 511 kiloélectronvolts. Et c'est ces 2 rayons que la gamma caméra va capter à l'aide du scanner. Et ici, vous avez une image métabolique. Là, il s'agit du glucose qu'on va tracer via cet atome de fluor. Et là où il y a un métabolisme important, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va retenir plus de radioactivité, il y aura plus d'émissions de gamma, et c'est ceux-là qui vont être captés. À l'aide du scanner, on va localiser aussi l'endroit. Donc là, l'imagerie médicale est passée de la simple image inerte à une image métabolique. Ce n'est pas seulement l'allure de l'organe, est-ce qu'il a augmenté de volume, est-ce qu'il est hétérogène en matière de contraste. Là, on étudie le métabolisme au sein de l'organisme. C'est pour ça que c'est utile
à d'autres indications médicales qui nous dépassent sincèrement. Mais je ne me suis pas documentée, notamment métabolique, diabète, et Excelman. Mais est-ce que tu as parce que généralement, les indications sont limitées par rapport au cancer et aux métastases pour adapter les... Mais ça va au-delà. Et l'avenir nous le dira. Tiens, Brahim, tu devrais nous faire un truc comme ça. Les indications du PET scan au scanner, du PET scan au colloque. Les indications, tu nous expliques le principe. Et donc, quelles sont les indications? Il y a deux risques au fait d'exposition. Il y a un risque d'irradiation, il y a un risque de contamination. L'irradiation peut être externe, souvent. Elle peut être interne. Maintenant, quand je prends quelqu'un en photo, mon Dieu, quand je fais une radio, c'est un peu le même principe, pas que la photo. Donc, les rayons X vont traverser, et en fonction de l'atténuation, je vais avoir une image que je vais interpréter. D'accord. Maintenant, c'est une irradiation qui est comment? Externe. Est-ce qu'il y a نطفي والاخر كملتي لي thorax تاعو يروح سيد لدارو normal. C'est quoi une irradiation interne d'après vous? Quelqu'un peut me l'expliquer? Une absorption. La curéthérapie, oui, parce que vous allez mettre une source à l'intérieur d'une poche ou un organe dans les fosses nasales ou là au niveau de l'utérus pour irradier localement. Mais à la limite, ça reste une irradiation externe par rapport à l'organe. Ça vient de l'extérieur. Mais quand la radioactivité va pénétrer dans l'organisme, c'est un radioisotope, c'est différent de la curéthérapie. La curéthérapie, on fait entrer une source solide. Par contre, la médecine nucléaire, on fait entrer soit, c'est un médicament, soit liquide, soit poudreux, donc qui va entrer dans l'organisme. Mais, avec la molécule, l'isotope, disons, il va émettre de l'énergie. Avec l'énergie, quand elle va impacter une cellule, c'est une irradiation. Mais ça veut dire que la source est comme l'irathérapie, effectivement. Donc, il y a une irradiation de l'intérieur. Il y a de l'activité aussi. Parce que l'iode 131 il émet des gamma à l'intérieur du corps. Et les gamma vont le brûler le dakhel, ils vont même sortir de son corps et les capter. Donc, c'est une irradiation, mais comme il y a de l'iode dans son organisme, c'est un malade, c'est un manipulateur en médecine nucléaire, donc il est contaminé aussi. D'accord. La contamination veut dire que l'irradiation va continuer en interne le temps du séjour de le radioisotope. C'est clair? Donc, la source, elle est à l'extérieur du corps ou la source à l'intérieur du corps. Source à l'extérieur du corps, c'est les radioisotopes, l'accélérateur radiothérapie. Source à l'intérieur du corps, après ingestion, inhalation de radioisotope, on aura une irradiation interne. On aura une irradiation pratiquement externe. Pour là, c'est la source, elle est à l'extérieur. Donc, l'irradiation ne rend pas radioactif. Une personne qui a été irradiée, pour raison médicale ou accidentelle, ne sera plus radioactive. D'accord? On va apprécier via le résultat fourni par les dosimètres, on va connaître les radiations externes. Les radiations internes, c'est une contamination, il faut autre chose. Donc, il y a un risque aussi des radiations externes et internes, il y a un risque de contamination. Donc, dès que l'organisme est susceptible d'entrer en contact direct avec une substance radioactive, il va être contaminé et ça va pénétrer aussi bien par voie respiratoire, par voie digestive, transcutanée ou directement par la blessure. Donc, la contamination aussi peut être externe ou là, elle va être interne. Les dégâts de Tchernobyl, jusqu'à présent, parce que voilà, il y a la pluie qui va être contaminée, l'herbe, la vache, le lait, le fromage, nanana, et hop, la personne va être contaminée. C'est la même chose qui se passe au niveau de la médecine nucléaire. C'est une hôte, on manipule un isotope, on manipule la seringue, et hop, la seringue se casse, ou et je vais être contaminée. Si vous avez de l'iode, il est très volatile, donc je vais avoir une contamination des lieux et je vais le respirer. Ou là, je vais toucher la paillasse, ou là, sans précaution.
D'accord? Et là, l'exposition en interne pour la contamination, c'est la gamma, c'est l'anthropogammamétrie qu'on fait au CRNA. On le fait pour les personnes qui travaillent en médecine nucléaire parce qu'ils risquent la contamination. On a la dose engagée. Il va prendre la dose efficace liée au rayonnement et la période biologique aussi, la vitesse avec laquelle il sera éliminé, le radioisotope, et la biologie en tant qu'élément chimique. Mais Hadou, c'est peut-être un peu trop spécialisé. La contamination externe, mais bon, elle pourrait être appréciée par mesure de transfert de la contamination entre la surface incriminée ou un papier ou un tissu, enfin une sorte de frottis. D'accord? Oui, je vois, est-ce qu'il y a de combien est cette radioactivité qu'ils ont prélevée sur l'organe, mais c'est surtout en surveillance médicale des personnes avec un risque de contamination, nous réalisons des anthropogammamétries pour voir s'il y a contamination ou pas. Anthropogammamétrie. Donc, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la contamination interne diminue selon deux voies. Il y a la décroissance de la source, c'est la demi-vie, et l'élimination naturelle en tant que. C'est pour ça qu'il parle de dose engagée. Quelles sont les personnes concernées? Pour la contamination, ce sont ceux qui travaillent avec des sources non scellées. Les sources scellées, mais ils me douchent la contamination. Mais les sources scellées, tant qu'on est en contact avec eux, on est exposé à l'irradiation. Contrairement au générateur, il suffit d'éteindre le générateur, bêche me cache risque d'irradiation. La petite source d'iridium de tout à l'heure de la gammagraphie, d'El-Hafi Djibou, 6 heures d'exposition, 6 heures d'émission. Le canal Qud, la salle de radiologie, ou l'accélérateur de particules, la radiothérapie, mais ça va l'eau, ouais l'eau, parce que donc toffa, sauf la khlasha, ça c'est autre chose. D'accord. Toffa l'accélérateur de particules, il n'y a aucun problème. La source, non. Source scellée, risque d'irradiation, on continue tant que je suis exposé. Risque non scellé, risque d'irradiation, risque de contamination. Les générateurs, risque d'irradiation. D'accord. C'est clair? Voilà les sources. Vous avez parlé de curithérapie, c'est ça? Les fils d'iridium qui sont utilisés en curithérapie. Vous voyez, c'est une source qui. La curithérapie, c'est un dispositif assez complexe. Il y a un porte-source, c'est comme un tonneau comme ça, il à travers une gaine. Il y a une préparation chirurgicale au préalable pour mettre un dispositif et fixer la source dans la cavité concernée. Ça peut être dans l'utérus, ça pourrait être les fosses nasales. Là où il y a une cavité, on pourrait implanter ces sources d'iridium. Et tout est télécommandé, le patient est dans une chambre de curithérapie. La gamma-thérapie, c'est le cancer. C'est les bandes au cobalt. Donc là, elles sont remplacées par les accélérateurs de particules. Parce que vous voyez le dispositif, là, il déclenche la source. Après les différents réglages, la manipulatrice va sortir et va manipuler via une télécommande la sortie de la source pour qu'elle puisse irradier avec la tumeur. Et hop, elle remet la source dans son conteneur et elle vient prendre soin du patient. Il n'y a plus rien. Ça a irradié, c'est rentré dans le blindage. C'est le même principe avec les particules. Là, c'est la médecine nucléaire. Dès que vous voyez des ampoules, vous voyez des comprimés, et ben là, on va préparer par exemple une scintille avec du technicium. Il dit liquide généralement, l'iode, c'est des gélules. D'accord? Là, pour faire la scintigraphie au technicium 99 métastatique. Donc, je rappelle les différentes sources à l'hôpital. Donc, c'est soit à visée diagnostique, soit à visée thérapeutique. La thérapeutique, c'est la médecine nucléaire, notamment avec le traitement du cancer de la thyroïde, etc. Diagnostic, c'est les rayons X, gamma aussi pour la gamma caméra. Et nous avons la thérapeutique en radiothérapie avec soit des bombes à cobalt, mais on commence à les abandonner puisqu'il y a les accélérateurs de particules. Et il y a l'exposition la radiologie conventionnelle.
il y a l'exposition, la radiologie interventionnelle. La radio interventionnelle, vous aurez des problèmes. Il faut évaluer. D'accord. Les sources dans l'industrie, quand il y a des sources radioactives scellées, ou quand il y a des générateurs de rayons X, ou quand il y a non scellés, qui est mal médical. Donc, on fait des radiographies, on analyse, on détecte, on dose des molécules, on les utilise comme jauge radiométrique, les générateurs d'électricité statique et détecteurs de fumée, les radiotraitements chimiques, le radiotraitement biologique. Ils utilisent du tritium, par exemple, pour le mouvement de l'eau, etc. Le tritium se stabilise rapidement. Test de ventilation aussi, détection de fuites gazeuses, fabrication d'objets lumineux. Hadi, c'est une jauge pour mesurer le niveau. D'accord? En fait, vous allez voir le principe, il y a un schéma, il me semble. Donc, il y a une jauge de niveau. Donc, une source, d'accord? Et ça va traverser. Elle va traverser plusieurs couches. Évidemment, c'est comme la radio. Il y a une atténuation à différents niveaux. On vous dit le niveau de le pétrole, chaque partie ayant une densité. Donc, chaque partie va retenir de la radioactivité plus que d'autres. D'accord? Vous aurez le niveau. Ça, c'est l'industrie agroalimentaire. En fait, on expose des aliments à cette irradiation. Justement, par exemple, pour les garder plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'irradier des aliments. Il n'y a pas de risque de contamination. Vous avez compris, c'est une irradiation. Ils disent le radio. Mais chez radio, ils disent le cure de radiothérapie. Ils remettent une bonne dose de ça va tuer quoi? Ça va tuer tous les microbes. Ça va tuer tous les trucs, tous les trucs vivants. D'accord, les spores, etc. Donc, mais après, ça a été remis en question, le goût, ça a été manipulé, etc. Ça, c'est le contrôle des aliments. Là, c'est pour inactiver les organismes nuisibles et on passe. Avec l'appareil de gammagraphie, vous voyez, dans une niche. Ça, c'est un blindage, c'est une source scellée. La source, elle est à l'intérieur. Vous te avec ce tuyau. C'est télécommandé. Là, je suis en contact avec la source. Hein. Sinon, la source d'iridium qui m'a fait là, c'était l'iridium. C'était l'iridium, oui. Ou les sources, justement, tu as les gammagraphies, je touche à ça. C'est la pièce de monnaie toujours, pour avoir une idée de grandeur. D'accord? Ou quand l'industrie nucléaire, centre de production, notamment d'électricité, ou quand l'armement, les détecteurs de fumée, c'est un émetteur alpha, donc ça ne traverse rien du tout. Et parce que c'est un déchet, ils ont une autre industrie. Je rappelle un peu les doses et je vous lâche. Hein. La dose absorbée, je fais tout c'est la quantité d'énergie qui est transmise à la matière. Donc, on a les engrais, c'est 1 joule kilo. Donc, la dose équivalente ou l'équivalent de dose qu'on a, on tient compte de la nature du rayonnement. Donc, le facteur de pondération. D'accord. Et là, c'est le sievert. Pour les photons, quelle que soit l'énergie, c'est 1. Pour les électrons, toutes techniques 1, c'est-à-dire les bêta-, les bêta+, ou les gamma et les X, les énergies. Hein. En kiloélectronvolts, même les fortement énergétiques, le facteur de qualité ou la pondération est de 1. Pour les particules alpha, elle est de 20. Les neutrons, non. Ils ont 2 facteurs de pondération en fonction de leur énergie. Les neutrons de moins 100 kiloélectronvolts, il est de 10. Entre 100 keV et 2 mégaélectronvolts, il est de 20. Ça rejoint les particules alpha. Voilà les facteurs. On a exposition. On a les X, on a les gamma. Il y a avec le bêta, parce qu'on a un cyclotron. Donc, ils produisent des radioisotopes. Donc, on a une émission bêta dans la pharmacie. Donc, il faut la prendre en considération. En dehors, non. D'accord. Le débit de dose qu'on a, il est important parce que c'est les processus de réparation, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous recevez une seule dose globale, ou là par si elle est importante, c'est le principe de la radiothérapie. Généralement, les cures tournent autour de 30, 40, 50 degrés. 30, 40 degrés ou la 20 degrés, ça tue. Vous êtes d'accord? Mais en radiothérapie, ça ne tue pas parce que c'est fractionné en 30 séances. C'est le débit de dose donc qui est important. Le fractionnement sauve.
La dose efficace. Là, on a pris en compte le facteur le rayonnement. Là, il y a un facteur de pondération tissulaire. C'est tout. Zado, un autre facteur. C'est pour tenir compte de la radiosensibilité du tissu par rapport à l'organe touché. Donc, dose efficace égale corps entier. Dose équivalente, c'est localisé, c'est au niveau des mains, c'est au niveau de la peau, c'est au niveau du cristal. Merci. J'aime bien, comment dire, les facteurs de pondération tissulaire au niveau des organes, pour chaque organe, les gonades, les seins, l'os et tout, le total fait 1. Donc, on va calculer tout ça, et on a la dose efficace. Mais trop lourd, qui fait, je ne sais pas. On comprend que dose efficace. Parce qu'il y les doses. On n'est pas des... Est-ce que c'est clair jusque-là? نحبس واقيل خلاص ولا نكمل؟ أنا عندي des résidents هنايا راح ندورهم. Alors, est-ce qu'il y a des questions? واقيلا راحوا. Non, il n'y a pas. Donc, on se donne rendez-vous pour une séance sur la radioprotection. Mais je vais parler de la radioprotection. Je veux parler de la conduite à tenir devant une surexposition. Je veux parler de la surveillance médicale des travailleurs exposés au rayonnement ionisant, mais d'une façon détaillée. El-Mohem, ça pourrait nous prendre une séance, ça pourrait nous prendre 2. Et ça sera en visio, puisque c'est un rattrapage. Et Khonifer, tu es toujours là? Oui, professeur, je suis là. Khonifer, s'il te plaît, pour la prochaine visio, pour les deux séances à venir, ou là,